Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur le chapitre de SES de Terminal. Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale? Dans les vidéos précédentes, on s'était intéressé à d'autres facteurs de la mobilité sociale, à savoir les changements de la structure socio-professionnelle et l'école. Dans cette dernière vidéo, on va s'intéresser au rôle de la famille, en voyant cette fois-ci que ça va être difficile de dire que la famille peut être un moteur de mobilité sociale, même s'il y a certains éléments qui peuvent aller dans ce sens-là, mais en montrant surtout en quoi est-ce que la famille participe à la reproduction sociale et donc est un frein à la mobilité sociale, mais aussi justement en quel point ce frein ou ce rôle dans la reproduction sociale peut être limité. J'espère que ça va être plus clair en voyant la vidéo. C'est parti. La première chose à dire sur le rôle que joue la famille dans la mobilité sociale, c'est le fait qu'elle transmet des ressources qui vont influencer les positions sociales auxquelles les individus peuvent accéder et notamment ces ressources vont favoriser la reproduction sociale. Il y a en l'occurrence différentes ressources que les familles transmettent qui vont favoriser la reproduction sociale, mais je voudrais commencer par celle qui est le plus en lien avec la vidéo précédente pour montrer justement la continuité, c'est la question des inégalités scolaires et en l'occurrence du capital culturel. En effet, dans la vidéo précédente sur le rôle de l'école dans la mobilité sociale, j'ai dit que certes, l'école portait une promesse d'ascension sociale et de façon générale d'égalité des chances, de méritocratie, mais qu'en réalité, cette promesse et ce rôle positif étaient limités par, en l'occurrence, entre autres en tout cas, les inégalités scolaires. Le fait que, selon votre origine sociale, vous n'avez pas les mêmes chances d'accéder à différents parcours éducatifs au même niveau d'éducation. Donc en l'occurrence, voilà, dans la vidéo précédente, on avait montré le lien entre l'école et la position sociale des individus, mais avec la question d'égalité scolaire, on voit que la position sociale d'origine va influencer l'école et donc indirectement influencer la position sociale d'arrivée. Donc il y a indirectement ce lien entre position sociale d'origine, donc origine sociale, la position sociale de vos parents et votre position sociale à vous. Et forcément, s'il y a un lien entre les deux, ça veut dire qu'on va favoriser la reproduction sociale. En l'occurrence, cette question d'inégalité scolaire, elle est fortement influencée par ce que Pierre Bourdieu appelle le capital culturel. Le capital culturel, on peut le définir comme l'ensemble des connaissances, des compétences et des préférences culturelles transmises lors de la socialisation. Je répète, le capital culturel désigne l'ensemble des connaissances, des compétences et des préférences culturelles transmises lors de la socialisation. Donc ça, c'est une définition personnelle. Évidemment, ailleurs, vous pouvez trouver d'autres définitions, il n'y a pas de problème, mais voici celle que je vous propose. En l'occurrence, cette question du capital culturel et notamment du rôle du capital culturel dans les inégalités scolaires, je l'ai traité de façon plus approfondie dans le cadre du chapitre sur l'école avec justement la vidéo sur le rôle de la famille dans les inégalités scolaires. Mais, pour revenir rapidement dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de la socialisation, la famille transmet un certain nombre de dispositions, de comportements et notamment des ressources culturelles qui vont vous aider dans votre parcours scolaire. Ça peut être un rapport à la culture en général et notamment à une culture plutôt sophistiquée, le fait donc d'aller dans des musées par exemple et d'avoir plus de connaissances d'une culture générale plus grande. Le fait aussi d'avoir un meilleur rapport à l'écrit. Donc si vous lisez plus souvent, vous aurez aussi du coup, il y aura moins de problèmes lorsque vous êtes confronté à des textes de votre scolarité, mais aussi vous pourrez donc plus facilement les comprendre, mais aussi plus facilement rédiger. La question des langues étrangères, le rapport au langage en général, le fait que vous avez un vocabulaire plus développé, que vous savez justement du coup construire des phrases qui sont plus compliquées et en même temps qui restent correctes, qui ne partent pas dans la confusion, etc., où vous essayez de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Le rapport au travail en général, tout un ensemble de ressources culturelles qui donc ne sont pas forcément matérielles, mais que vous avez incorporées, intériorisées lors de votre socialisation et qui vont vous aider dans votre parcours scolaire. Et ensuite, du coup, puisque du fait de ce capital culturel, vous avez accès à un meilleur niveau d'éducation, à des diplômes de meilleure qualité, vous aurez ensuite accès à des positions sociales plus élevées. Et à l'inverse, évidemment, si vous venez d'un milieu défavorisé, vous aurez un capital culturel plus faible qui va vous pénaliser lors de votre
parcours scolaire, vous devrez faire plus d'efforts, plus de travail pour avoir ne serait-ce que les mêmes résultats que les autres qui ont un capital culturel plus élevé, parce que justement, du coup, ce capital culturel, pour eux, pour ces personnes, va jouer un avantage, va leur faciliter la vie, alors que vous devrez compenser avec plus de travail. Et vu qu'il y a beaucoup de choses dans ce capital culturel qui sont transmises dans la socialisation, donc qui ne sont pas explicites, ça va être aussi plus compliqué parfois dans l'implicite des consignes, qui est, par exemple, sur les dissertations, il y a beaucoup de choses qui sont implicites sur comment est-ce que j'organise mon raisonnement, où on peut pas l'expliquer, on peut expliquer vaguement des méthodologies, mais il y a beaucoup de choses qui restent quand même implicites qu'on peut pas expliquer clairement, et où si vous avez du coup un meilleur rapport à l'écrit, vous aurez plus de facilité pour construire ce raisonnement que si vous êtes dans une question où vous essayez plus de suivre la méthodologie et vous avez du mal à aller au-delà. Donc du coup, voilà, si vous venez d'un milieu défavorisé, vous êtes pénalisé parce que vous devez faire plus de travail, plus d'efforts pour obtenir la même chose et souvent moins bien que les autres. Et du coup, forcément, vous êtes pénalisé dans vos parcours scolaires, ce qui ensuite vous donne accès à des positions sociales moins élevées. Donc là, on a dit qu'il y avait une influence de l'origine sociale sur votre position sociale du fait d'inégalités scolaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que même avec le même niveau d'éducation, des personnes issues d'origines sociales différentes n'auront pas accès aux mêmes positions sociales. Je vous montre ça tout de suite. Sur ce graphique, on voit la part des jeunes ayant un emploi de cadre ou de profession intermédiaire selon le niveau de diplôme et l'origine sociale, notamment la profession du père. Premier constat, quand même assez évident, et encore heureux qu'on retrouve ce constat, plus votre diplôme, votre niveau de diplôme est élevé, plus vous avez de chances d'avoir un emploi de cadre ou de profession intermédiaire. Si on regarde parmi les enfants d'employés ou d'ouvriers, avec un diplôme de l'enseignement supérieur long, donc plutôt bac plus 5 ou plus, vous avez 81% de ces personnes qui ont un emploi de cadre ou de profession intermédiaire. À l'inverse, parmi les personnes dont le père est employé ou ouvrier et qui n'ont pas le bac, vous avez seulement 10%, ce qui est déjà pas mal, qui ont un emploi de cadre ou de profession intermédiaire. Donc voilà, on voit bien qu'à la même origine sociale, pour des personnes qui ont dans les deux cas un père employé ou ouvrier, vous avez 8 fois plus de chances d'avoir un emploi de cadre ou de profession intermédiaire si vous avez fait des études supérieures longues que si vous n'avez pas votre bac. Donc le niveau de diplôme compte, et ça c'est important. Mais ce qu'on remarque aussi dans un second temps, c'est que pour des personnes qui ont le même niveau de diplôme, vous avez quand même une différence entre celles dont le père est employé ouvrier et celles dont le père est cadre ou profession intermédiaire. Par exemple, parmi l'ensemble des personnes ayant fait des études supérieures longues avec un père cadre ou profession intermédiaire, vous avez 88% qui ont un emploi de cadre ou profession intermédiaire, donc 7 points de plus quand même que les personnes qui ont fait des études aussi longues, mais qui ont en l'occurrence un père qui est employé ouvrier. Vous avez aussi un écart de 7 points de pourcentage entre les personnes qui n'ont pas le bac, parmi les personnes qui n'ont pas le bac, entre celles dont le père est cadre ou profession intermédiaire et celles dont le père est employé ou ouvrier. Donc ça veut dire que voilà, il y a certes des inégalités scolaires, mais en fait, même quand vous avez comparé des personnes qui ont le même niveau d'éducation, il y a des inégalités selon l'origine sociale. Conclusion de ce graphique, l'influence de l'origine sociale sur votre position sociale, elle passe certes par l'école, mais pas seulement. Elle passe aussi par d'autres choses et il y a une influence qui serait peut-être plus directe, en tout cas parallèle à celle de l'école. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La première chose que l'on peut dire pour expliquer ces différences de position sociale entre des personnes qui ont le même niveau d'éducation, c'est que le même niveau d'éducation, finalement, c'est surtout un nombre d'années d'études et qu'en réalité, derrière, il peut y avoir des parcours différents. Si on regarde l'enseignement supérieur long, on parle donc de bac plus 5 ou plus, mais évidemment, il peut y avoir des différences selon que vous ayez fait un master de philosophie, une école de commerce, une école d'ingénieur ou encore des études de médecine. Toutes ces formations qui vont entrer dans l'enseignement supérieur long ne vont pas vous donner accès au même poste et cela peut expliquer en partie les inégalités qu'on observe entre des personnes qui ont techniquement le même niveau d'éducation. Donc là, on retrouve finalement l'explication qu'on venait d'écarter sur les inégalités scolaires et le rôle du capital culturel revient sur les questions de parcours scolaire, d'orientation et aussi de
d'accès à des formations plus ou moins prestigieuses et surtout plus ou moins sélectives. Mais évidemment, tout ne s'explique pas grâce au capital culturel. Le capital culturel n'est pas l'alpha et l'oméga de la mobilité sociale, et pour expliquer au contraire ces inégalités en termes de mobilité sociale, au contraire de prégnance de la reproduction sociale, il faut mettre en avant le rôle d'autres ressources que la famille va transmettre et qui vont influencer la position sociale auquel vous allez avoir accès. Et du coup, on va parler dans cette perspective du capital économique, qui est sûrement la ressource auquel les élèves pensent le plus spontanément quand on parle d'inégalité scolaire ou d'inégalité de mobilité sociale de façon plus générale. Donc en effet, il est clair que si votre famille a des revenus plus élevés, elle pourra plus facilement vous payer des cours de soutien, vous payer une école privée, éventuellement aussi ça sera plus facile pour vous de déménager pour faire justement une formation qui vous intéresse plutôt que de rester près de votre famille et du coup de choisir parmi les formations qui restent à proximité. Donc ça, voilà, sur les questions de parcours scolaire. Mais évidemment, quand on parle du capital économique, on parle pas simplement des revenus et on parle aussi du patrimoine, mais on parle pas simplement aussi du rôle sur l'inégalité scolaire. On s'intéresse évidemment au rôle direct qu'il peut y avoir entre l'origine sociale et la position sociale des individus. Et dans cette perspective, en effet, c'est plutôt le patrimoine qui va nous intéresser. Le fait que si votre famille a un patrimoine important, elle pourra du coup vous transmettre par exemple une entreprise ou une exploitation familiale. Donc là, ça peut jouer sur la reproduction sociale, le fait que par exemple chez les agriculteurs et agricultrices, vous avez surtout des enfants d'agriculteurs et agricultrices parce que ces personnes ont pu hériter de l'exploitation familiale par exemple. Donc chez les artisans, commerçants indépendants, il peut y avoir aussi cette question de j'hérite de l'entreprise familiale et donc cela favorise la reproduction sociale. Mais en dehors de ça, puisque l'héritage il n'arrive pas tout de suite quand même, il y a la question de avoir un patrimoine important peut vous aider à avoir accès à un emprunt qui peut vous aider ensuite à réaliser les projets qui vous intéressent et donc favoriser en tout cas l'accès à une position sociale élevée. Qui sera beaucoup plus compliqué évidemment si votre famille a des revenus faibles et que ils sont dans le rouge à la fin de chaque mois et donc ils peuvent pas mettre de l'argent de côté et donc encore moins avoir un patrimoine qui pourrait vous aider ensuite pour obtenir des prêts, des financements et mener ces projets à bien. Le dernier type de ressources que la famille peut transmettre et qui peut influencer la mobilité sociale, c'est le capital social. En gros, l'ensemble des liens sociaux qui peuvent être utilisés pour accéder à un certain objectif. Je répète, le capital social désigne l'ensemble des liens sociaux qui peuvent être utilisés pour accéder à un certain objectif. Alors là, je précise, petite précision, ça c'est la définition bourdieusienne du capital social. Vous avez d'autres définitions du capital social qui font plutôt référence à des ressources qui favorisent la cohésion sociale, mais ça c'est pas cette définition, cette approche du capital social qui nous intéresse ici. Donc en gros, le capital social, dans le langage courant, c'est toute la question du piston. Le fait de connaître quelqu'un qui pourra vous donner accès à un stage, à un emploi, qui pourra vous permettre de trouver des clients, de trouver des personnes qui peuvent vous aider dans vos projets, etc. Donc on comprend voilà, facilement en quoi est-ce que ce capital social va plus ou moins favoriser, influencer votre mobilité sociale. Et évidemment, ce capital social, comme le capital économique, comme le capital culturel, il n'est pas également distribué, ce n'est pas le même pour tout le monde. Dans les milieux favorisés, vous allez avoir un capital social plus élevé, à la fois parce que vous allez connaître plus de monde, vous allez avoir un carnet d'adresses plus large, mais aussi parce que les personnes que vous connaissez auront plus de ressources et plus de chances du coup de pouvoir vous aider. Alors que si vous connaissez des personnes mais qu'en fait finalement elles ne peuvent pas vous aider à trouver un emploi, un stage, etc., forcément, ça va être bien pour vous, mais dans les perspectives de la mobilité sociale, moins. Pour vous aider à bien comprendre les différentes ressources que la famille peut transmettre, qui peuvent favoriser la mobilité sociale, en tout cas qui peuvent influencer la mobilité sociale, je vous ai mis ce tableau extrait du travail des Pinson et Pinson-Charlot sur la haute bourgeoisie. Et vous avez donc du coup pour chaque type de ressources les questions qui ont été posées aux individus membres de la haute bourgeoisie pour justement bien repérer leur position sociale et bien montrer à quel point est-ce que ces individus avaient une position sociale importante.
Donc, ces notions de capital économique, capital culturel et capital social, elles sont extraites notamment du travail de Pierre Bourdieu. Et en l'occurrence, évidemment, il faut faire attention. Là, on parle de capital à nouveau. Il ne faut pas confondre avec les autres fois où on a parlé de capital, par exemple de capital technologique, capital humain, etc., notamment dans le chapitre sur la croissance. Ne confondez pas, même si à chaque fois on parle de capital, ces notions du chapitre de là sur la mobilité sociale et globalement en sociologie et ce dont on parle dans le cadre de notre perspective économique sur la croissance économique. L'idée, c'est que si Bourdieu a repris le terme de capital, c'est pour désigner à la fois que vous avez des ressources qui peuvent s'accumuler, qui peuvent se transmettre et qui ont des effets qui sont durables. Donc finalement, voilà, si vous avez vous comprenez bien que quand on parle de capital, on parle de ressources qui peuvent être transmises, accumulées et qui ont des effets durables. Ça, c'est le point commun à chaque fois qu'on parle de capital. Sauf que ici, on est dans une perspective sociologique et donc on regarde plutôt sur des ressources sociologiques, sociales, qui vont avoir une influence sur, en l'occurrence, la mobilité sociale. Je ferme ces parenthèses et maintenant je voudrais nuancer tout ce que je viens de dire sur le fait que la famille transmet des ressources qui vont influencer votre mobilité sociale. En gros, vous venez d'un milieu favorisé, votre famille va vous transmettre plus de ressources qui va vous permettre d'avoir accès à des positions sociales plus élevées. Vous venez d'un milieu populaire, défavorisé, votre famille va vous transmettre moins de ressources, des ressources de moins bonne qualité en termes de capital culturel, capital économique ou capital social. Et donc, ça va pas vous permettre d'accéder à des positions sociales aussi élevées que les individus venant d'un milieu social favorisé. Donc, je voudrais nuancer tout ça en mettant en avant notamment le rôle de la configuration familiale. Le fait que même en fait entre des familles membres du même milieu social, on peut observer des différences dans la socialisation, des différences dans la transmission des ressources et du coup des différences de mobilité sociale. Et justement, ces différences sont notamment liées à la configuration familiale qui peut par conséquent expliquer des trajectoires vues comme improbables, des individus venant d'un milieu favorisé qui ont accès à des emplois en bas des hiérarchies sociales, ou à l'inverse des individus venant d'un milieu populaire qui occupent des emplois en haut de la hiérarchie sociale. L'influence de la configuration familiale sur la socialisation et la mobilité sociale, notamment cette question des trajectoires improbables, normalement, vous l'avez déjà abordé en première dans le cadre du chapitre sur la socialisation. Mais là, c'est l'occasion de revenir dessus et de montrer notamment comment différents facteurs peuvent influencer la position sociale à laquelle vous avez accès, indépendamment finalement de votre milieu social et des ressources que votre famille peut vous transmettre. Premier facteur qu'on peut mettre en avant, la taille de la fratrie. Ça, globalement, ça va jouer un rôle négatif. Plus vous avez deux frères et sœurs, plus vous aurez des difficultés pour accéder à des positions sociales élevées, à nouveau, en mettant de côté l'influence du milieu social et des ressources que votre famille peut vous transmettre. L'idée, notamment, c'est que dans des familles plus grandes, les ressources seront divisées entre plus de personnes, l'attention des parents sera divisée entre plus de personnes, et cela peut du coup avoir un effet négatif sur la mobilité sociale. Autre chose, la place dans la fratrie. Est-ce que vous êtes l'aîné ou est-ce que vous êtes un des enfants plus jeunes? Le fait d'être l'aîné signifie que pendant au moins une partie de votre enfance, vous avez été enfant unique, selon l'écart justement entre les frères et sœurs, ce qui peut jouer aussi du coup sur la mobilité sociale. Donc, puisque vous avez été enfant unique, vous avez eu accès à plus de ressources, plus d'attention de la part de vos parents, mais à l'inverse, le fait d'être un enfant plus jeune signifie que, en dehors de l'aide de vos parents, vous avez pu bénéficier de l'aide et de l'exemple de frères et sœurs plus âgés. Donc ça, c'est aussi quelque chose à noter. Donc difficile de toujours dire dans quel sens est-ce que cette fois-ci la place de la fratrie va jouer. Ça peut parfois, le fait d'être plus âgé, d'être l'aîné peut avoir un rôle positif. Parfois, ça va être l'inverse. C'est plus difficile de mettre en avant directement une influence sur la mobilité sociale. Autre facteur, autre aspect de la configuration familiale qui peut avoir une influence sur la mobilité sociale, le fait d'avoir des parents divorcés. Si vos parents sont divorcés, on observe globalement que votre parcours scolaire sera plus compliqué et vous aurez accès, indépendamment même du parcours scolaire, à des positions sociales moins élevées. Donc l'idée que
surtout si vous avez grandi, passé une bonne partie de votre enfance dans une famille monoparentale, où du coup il y avait moins de ressources et votre parent, et généralement votre mère, devait aussi travailler, vous a laissé du coup un peu plus, a eu peut-être moins d'attention à vous accorder de ce fait-là, peut avoir une influence négative sur votre parcours scolaire et votre position sociale. On observe notamment sur la question du parcours scolaire que c'est surtout la question en fait d'être dans une famille monoparentale et que une fois que votre mère, puisque c'est généralement la situation des familles monoparentales, va trouver un autre conjoint et qu'on va être dans le cadre d'une famille recomposée, au bout de quelques années, la pénalité du divorce et d'avoir été dans une famille monoparentale va être atténuée, voire plus ou moins disparaître. Enfin, on peut évoquer l'intervention d'autres membres de la famille, le fait que vous ayez passé plus ou moins de temps avec des grands-parents, des oncles, des tantes, etc., qui peuvent avoir un certain capital culturel, un capital économique qui ne va pas être mesuré quand on regarde juste la position sociale, la profession et la catégorie socio-professionnelle de vos parents, mais qui en fait peuvent vous aider dans votre parcours. Voilà, si vos grands-parents vous ont fait un prêt, si ils vous ont souvent emmené au musée, que ça vous a transmis un certain capital culturel, cela peut jouer sans qu'on le voit directement quand on regarde la catégorie socio-professionnelle des parents. Enfin, cet élément, ça fait pas partie de la configuration familiale, mais il faut quand même noter que la socialisation différenciée selon le genre, donc entre des frères et sœurs d'une même famille, peut influencer le parcours scolaire et les positions sociales obtenues ensuite. Je viens de dire que l'influence de la configuration familiale sur la mobilité sociale amenait à nuancer le rôle des ressources transmises par la famille. Et il faut à nouveau que je nuance ça. Je suis désolé, ça fait beaucoup de nuances, mais c'est comme ça généralement sur ce J. On est toujours dans le détail, dans la finesse, etc. En l'occurrence, certes, voilà, entre deux familles issues du même milieu social mais avec des configurations familiales différentes, en gros deux familles de cadres, une avec beaucoup d'enfants par exemple et une avec un ou deux enfants, une dont les parents sont divorcés et une dont les parents sont restés ensemble, oui, on va observer des différences de parcours scolaire et dans l'accès à des positions sociales. La famille où il y aura plus d'enfants où les parents sont divorcés, les enfants auront accès à de moins bonnes positions sociales que la famille où les parents sont restés ensemble et où il y a moins d'enfants. Mais ça ne veut pas forcément dire que cette famille de cadres avec du coup dont les parents sont divorcés et avec plus d'enfants aura accès à de moins bonnes positions sociales qu'une famille au hasard parmi les employés ouvriers ou même qu'une famille d'employés d'ouvriers avec peu d'enfants et dont les parents sont restés ensemble. Il y a en fait la configuration familiale, ça joue un rôle de filtre, ça va jouer sur la transmission des ressources par la famille. Donc si justement vous avez une famille nombreuse, vous avez des parents divorcés, les ressources que la famille va transmettre ça va être justement cette transmission des ressources va être plus compliquée, plus difficile et au final vous en aurez un peu moins que dans d'autres conditions qui seraient plus favorables à la transmission de ces ressources. Mais en attendant, votre famille elle aura quand même plus de ressources en termes de capital culturel, capital économique, capital social à vous transmettre qu'une famille d'un milieu social populaire moins favorisé. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, c'est avant tout en fait les ressources transmises par la famille qui vont jouer sur votre position sociale, mais la configuration familiale va jouer un rôle de filtre qui va plus ou moins faciliter ou au contraire perturber la transmission de ces ressources. Voilà, j'espère que c'est assez clair. C'est la fin de cette vidéo et donc la fin de cette série de vidéos sur le chapitre sur la mobilité sociale. À nouveau, comme toujours, n'hésitez pas, et en fait, j'ai envie de dire plutôt, laissez directement un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Si ce n'est pas encore le cas, comment ça se fait d'ailleurs? N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, ne serait-ce que pour dire que vous appréciez mes vidéos, c'est toujours apprécié ce genre de compliments, mais aussi de façon plus utile pour vous, poser des questions. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour le bac.